Eh bien, bonjour, bienvenue à tous, bonsoir plutôt. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'auditorium du Monde pour cette conférence, donc l'accessibilité numérique, un tremplin pour l'emploi. À l'occasion, vous le savez tous, de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Notre conférence s'inscrit dans le cadre d'un partenariat du Monde avec deux partenaires très engagés sur ces questions. L'AGFIP, donc l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec ces deux institutions. Ensemble, nous allons débattre des pistes pour que le numérique facilite davantage qu'aujourd'hui l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes en effet, et vous le savez bien tous, nous sommes en effet face à une situation qui est paradoxale, pour ne pas dire un peu absurde. D'un côté, nous avons un marché du numérique qui est dynamique, mais qui manque de candidats. Et de l'autre, nous avons des demandeurs d'emploi handicapés qui ne trouvent pas de travail. Alors, tisser des ponts entre ces deux univers est une urgence. Comment faire? Eh bien, c'est ce dont nous allons débattre. Et afin d'avoir une vision large de la situation, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants issus d'univers divers, issus du public, du privé et de l'associatif. Je vais appeler à me rejoindre sur scène Marine Boudot. Je pense qu'on peut applaudir très fort nos intervenants. Voilà, où vous voulez, Marine. Donc Marine Boudot, vous êtes sous-directrice des projets et services numériques à la direction du numérique au ministère sociaux. Merci d'être là. Bruno Gendron. Donc Bruno Gendron, voilà, on va vous... Bienvenue Bruno Gendron. Vous êtes président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France et vice-président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. Donc bienvenue Bruno Gendron. Jingo. Jingo, bonsoir. Donc vous êtes Jingo, fondatrice de Connexio. Connexio qui propose des formations gratuites aux compétences informatiques et aux métiers de la tech pour ouvrir à tous les opportunités du numérique. Et enfin Philippe Trottin. Philippe Trottin, qu'on applaudit également, directeur inclusion et accessibilité numérique de Microsoft. Donc merci beaucoup à tous. Alors, je vous propose de commencer par dresser finalement un état des lieux de l'accessibilité numérique en France et de son impact sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors Bruno Gendron, outre vos nombreuses casquettes associatives en faveur des aveugles et des personnes amblyopes, vous êtes vous-même en situation de handicap. Alors à titre professionnel comme personnel, quel est l'état des lieux que vous dressez de l'accessibilité numérique en France et de son impact sur l'emploi des personnes en situation de handicap? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci de cette invitation. Alors le bilan, il est, j'allais dire, malheureusement relativement contrasté ou même très contrasté, puisque effectivement le numérique, en théorie, c'est un levier pour l'emploi, partant du principe que tous les emplois utilisent le vecteur numérique. Or aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que, et vous citiez ma vie professionnelle qui n'est pas si ancienne que ça, mais qui est derrière moi, il y a un certain nombre d'outils professionnels qui ne sont pas accessibles, qui ne l'étaient pas en tout cas au moment où j'étais en poste, et je ne suis pas certain que ça ait beaucoup évolué. Je pense par exemple, pour un enseignant, le logiciel d'emploi du temps, c'est quand même un minimum qu'il soit accessible, ou ça, moi, je n'ai pas eu à l'utiliser, mais un outil comme Pronote, qui n'est pas accessible, ça pose question, à la fois, puisque vous renvoyez à la vie professionnelle et à la vie personnelle, à la fois comme enseignant. L'enseignant déficient visuel ne peut pas rentrer ses observations, et puis le parent déficient visuel ne peut pas aller sur le carnet de notes de ses enfants, ce qui peut évidemment arranger les enfants dans certaines circonstances. Mais quand même. Voilà. Donc, et puis... on voit bien aussi la difficulté de respect de l'obligation d'emploi. La fédération a sorti
récemment un outil, l'Observatoire pour le respect de l'obligation d'emploi, de l'obligation numérique, pardon, l'obligation numérique. Je suis très pollué par mes anciennes recherches et on montre que à peu près 3% des structures, des sites consultés respectent leur obligation d'accessibilité numérique, ce qui est évidemment très peu. Ça veut dire que, en théorie, on a bien un numérique qui est un levier pour l'emploi. En pratique, eh bien, ça pose quand même question. Merci, merci Bruno. Jingo, quand vous êtes donc Connexio, l'association, vous allez nous en parler plus amplement dans un instant, mais quand vous êtes arrivé en France, vous ne parliez ni la langue, ni ne maîtrisiez les codes de la société. Vous veniez des États-Unis, il me semble, c'est ça ? Et finalement, c'est précisément cette situation qui vous a inspiré pour créer Connexio. Alors, quel est d'ores et déjà votre constat sur cette accessibilité numérique en France et puis son impact sur l'emploi? Donc merci beaucoup, je suis ravie d'être ici pour parler justement des enjeux et je pense qu'on part aussi sur deux enjeux. Je pense qu'il y a d'un côté l'exclusion numérique et aussi les enjeux qui sont très liés avec l'accessibilité numérique. Et donc ce qu'on voit en fait quand on parle d'exclusion numérique, ça concerne 13 millions de personnes en France aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a des forts enjeux quand on parle d'emploi aussi, parce que jusqu'à 90% des personnes qui sont éloignées de l'emploi ont des difficultés aussi en fait, avec les plateformes administratives, recherchent toutes les démarches pour aller vers le marché de l'emploi aujourd'hui. Il y a 86% de toutes ces démarches, si on pense de candidater en ligne, envoyer notre CV, faire des entretiens, il y a 86% des démarches qui passent en ligne. Donc, si on ne maîtrise pas ces démarches et ces outils, c'est vraiment un frein énorme, un frein socio-professionnel qui est assez énorme. Quand, en fait, on parle d'accessibilité numérique, ça concerne aussi, je pense, que le secteur numérique en soi, parce qu'aujourd'hui, je pense que les études varient, mais c'est entre 70% jusqu'à 90% de sites web qui ne sont pas accessibles, justement, juste ce qui était évoqué juste avant moi. Et l'enjeu, c'est, je pense, jusqu'à la moitié des développeurs, selon les différentes études, ne savent pas que ces sites, les choses qu'ils sont en train de coder ne sont pas accessibles. Donc, ils ne sont même pas au courant de ces obligations. Donc, ça, c'est un autre enjeu. Je pense qu'on a un enjeu d'accessibilité, mais aussi on a un enjeu d'information et de sensibilisation sur les problématiques. Et donc, je pense que chez nous, chez Connexio, on propose des parcours de formation pour essayer de rendre justement ces parcours adaptés. Mais il faut que déjà ces outils, cette information sur les enjeux, en fait, soient plus connus. Merci, merci Jean. Philippe Trottin, donc, je le rappelle, vous êtes directeur inclusion. Oui, c'est sur le tableau, donc je n'ai pas besoin de le rappeler. Mais, donc vous êtes pareil, vous-même concerné à double titre finalement par cette question, puisque vous êtes vous-même dysorthographique et votre maman est aveugle. Donc pareil, même question qu'à Bruno Gendron. Quel est votre constat d'un point de vue personnel et professionnel sur cette accessibilité numérique en France ? Alors, il y a deux choses quand on va parler d'accessibilité numérique, puisqu'on va parler à la fois des outils et des usages utilisés par les gens en situation de handicap, et puis de l'autre côté, on va parler des applications, des sites internet, de tout ce qui est développé finalement pour permettre cette inclusion numérique. Sur le premier volet, je dirais qu'il y a eu quand même d'énormes progrès qui ont pu être menés, mais il y a un manque finalement d'éducation, de connaissance en fait, des outils qui existent. Je suis extrêmement sollicité globalement pour aller présenter ne serait-ce que les outils que les gens ont sur leur poste de travail. Je ne pense pas qu'il y a une personne en entreprise qui ait passé ne serait-ce que 10 minutes pour adapter son environnement par rapport à ses besoins, ne serait-ce que visuels, auditifs ou autres. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ensuite, de ce que l'on voit sur les sites internet non accessibles, on sait pertinemment que les candidats dans les entreprises, leur réflexe numéro 1, c'est d'aller regarder le site internet de l'entreprise. C'est comme ça qu'ils vont savoir finalement les métiers proposés, qu'ils vont éventuellement déposer leur CV quand le site est suffisamment accessible pour pouvoir le faire. Et puis finalement, si on est en situation de handicap et qu'on arrive sur un site web inaccessible, ça ne donne pas vraiment envie de se dire je vais rentrer dans cette entreprise, parce qu'on se dit est-ce que je vais être considéré, est-ce que j'aurai les bonnes adaptations, etc. etc. Donc il y a tous ces aspects importants. Et puis après, sur l'emploi, puisqu'on est quand même dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, il y a un sujet aussi majeur, c'est que autant le top management, on va dire, dans les entreprises,
est plutôt positif, a plutôt une démarche finalement en disant bah oui, il faut qu'on fasse de l'inclusion. Effectivement, les ressources humaines essayent de se dire finalement c'est quoi nos canaux de recrutement, comment on fait pour trouver les candidats. Et on s'aperçoit qu'il y a un problème à l'école parce qu'on voit très bien que les parcours scolaires ne permettent pas à un certain nombre de candidats d'obtenir un certain nombre de diplômes qui sont aujourd'hui malheureusement très demandés par les entreprises. Et de l'autre côté, enfin, le dernier élément, c'est les managers intermédiaires qui, en fait, c'est eux qui prennent les décisions de recrutement et qui, eux, en fait, ont peur par méconnaissance. Quelque part, j'ai discuté avec une manager chez Microsoft qui me disait ah oui, mais moi, parler du handicap avec les bons mots, être capable de comprendre les difficultés d'une personne, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je n'ai pas été éduqué là-dessus. Et donc, par défaut, si j'ai plusieurs candidats, peut-être que je prendrai la mauvaise décision. Voilà, donc c'est un petit peu mon constat. Merci beaucoup. Marine Boudot, donc, vous suivez depuis de nombreuses années maintenant la question de l'accessibilité numérique et du handicap, puisqu'avant de prendre votre poste actuel, vous avez travaillé plusieurs années à la direction interministérielle du numérique. Alors quel regard finalement un petit peu panoramique sur la société vous portez sur cette accessibilité numérique en France, l'emploi et le handicap ? Alors, bonjour. Déjà, peut-être se rappeler déjà que le numérique, c'est avant tout un levier. C'est un levier, voilà, ça nous permet d'accéder donc à l'emploi, évidemment, puisque aujourd'hui, c'est principalement comme ça qu'on peut candidater. Il y a quelques années, on était encore par courrier. Enfin, moi, je m'en souviens. Donc, voilà, il faut le voir comme vraiment un outil. Mais c'est vrai qu'après, si ces outils ne sont pas accessibles, c'est bloquant pour une certaine partie de la population. Si on regarde donc dans le public, et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, si vous voulez donc travailler pour le service public, il y a un site, c'est choisirleservicepublic.fr et c'est évidemment 100% conforme aux règles d'accessibilité. Quand on regarde en effet le périmètre de l'État, donc que ce soit ses services publics ou alors ses outils internes, évidemment, on n'est pas à 100% de conformité et donc il y a encore un chemin à faire. Donc ce que j'ai pu voir ces 4 dernières années, une partie d'équipe d'ailleurs est ici présente, on a beaucoup œuvré depuis 2019 pour justement accélérer cette mise en accessibilité des sites de l'État et puis des outils aussi offerts aux agents. On est encore loin de 100% de conformité, évidemment. Comme vous le disiez, il y a un sujet de sensibiliser au sujet du handicap, évidemment. Et puis, il y a un sujet de monter en compétence toutes les équipes qui touchent de près ou de loin au numérique, au pilotage, donc que ce soit des développeuses, des développeurs, des designers, des chefs de projet. Toutes ces personnes doivent être compétentes et apprendre ce que c'est que l'accessibilité numérique et en quoi ça consiste et qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, on doit évidemment voilà, renouveler des tests avec des vrais usagers, confronter les interfaces avec des personnes en situation de handicap et toute la société en fait, pour s'assurer que nos interfaces soient les plus accessibles possibles. Merci. Donc, on l'aura compris en vous écoutant tous les quatre. Hein, vos témoignages sont extrêmement complémentaires. En fait, la question du numérique, de l'emploi et du handicap, c'est un chantier qui est vaste et finalement beaucoup de choses restent à faire. Avant de poursuivre nos échanges, je vais vous inviter à regarder un reportage vidéo sur la formation en digital qui a été créée en 2018 à Cessin, près de Grenoble. C'est une formation au numérique qui est soutenue par des partenaires publics et privés et qui est spécialisée sur les personnes en situation de handicap concernées, par exemple, par les troubles du spectre de l'autisme. On va suivre dans cette vidéo une jeune femme qui se forme au métier du numérique et qui va témoigner de son parcours. On l'écoute. On est dans la scène du logiciel de 3D Unity. Donc on est en train de créer une scène qu'on pourra voir avec les casques VR. Où on pourra se déplacer. Former des personnes en situation de handicap au métier du numérique, c'est la mission que s'est donnée la formation en digital. Ce matin, les élèves s'exercent à développer l'interface d'un jeu vidéo. Parmi eux, Laetitia. Il y a quelques années, on lui détecte des troubles du spectre autistique. J'ai eu mon diagnostic final officiel, on va dire, à 34 ans. Donc ça fait pas très longtemps, finalement. Avant ça, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. J'étais très souvent en dépression. Je me mettais toujours dans des situations stressantes, sans vraiment savoir d'où ça venait. Je voyais que j'avais un décalage avec les autres. Je voyais que j'avais une très grande fatigabilité, en fait. Après son bac, Laetitia travaille dans le commerce, un milieu qui ne lui convient pas.
À cause de son handicap, elle supporte assez mal le bruit et les interactions répétées. Les gens sont la plupart très sociables, ils ont besoin d'être en groupe, d'échanger tout le temps. Ça m'épuisait vraiment beaucoup, ça me demandait vraiment un très grand effort d'adaptation et de concentration. Elle décide alors de se réorienter vers le numérique, un secteur plus adapté à ses attentes et qui l'a toujours attirée. Mais toutes les formations n'offrent pas les mêmes garanties d'inclusion. Elle découvre alors En Digital, une formation qui considère pleinement son handicap. Là, on est en petit groupe, donc on est 10. Donc c'est parfait, en fait. On a tous le même handicap. Et ça aussi, c'est important dans le sens où on se comprend. C'est facile de vivre les uns avec les autres. Lorsqu'on est un peu plus fatigué, on sait que les autres personnes autour vont respecter cela, en fait. On peut prendre des pauses, on a des petits coins pour se retirer. Et en fait, naturellement, il y a une entraide qui s'est mise en place. On ressent de la bienveillance de la part de l'équipe encadrante, de la part des professeurs. Créativité, sens du détail, grande capacité de concentration et d'analyse, les personnes autistes présentent des caractéristiques prisées dans un secteur plus que jamais à la recherche de talents. Malheureusement, les entreprises ne sont pas toujours bien préparées à l'inclusion de ces publics spécifiques. Une donnée prise au sérieux par les formateurs. Ils préparent aussi les entreprises pour que tout se passe bien. Et je pense que ça, c'est aussi un point très important. Avant mon diagnostic, même au début de mon diagnostic, je me disais que j'avais peut-être pas ma place en entreprise parce que c'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, grâce aussi en digital, je me dis que j'ai vraiment une vraie chance en fait, de pouvoir travailler comme tout le monde. Au cours de cette formation intensive de 8 mois, les élèves d'En Digital sont formés à maîtriser les différentes facettes du métier de développeur informatique. Et pour Laetitia, l'objectif se trouve du côté des studios de jeux vidéo. Je trouve que c'est enrichissant en fait. Et c'est ce que je cherche aussi. J'aime beaucoup apprendre et je pense vraiment que dans un gros studio de jeux vidéo, c'est ce qui me plairait pour pouvoir rester dans ce milieu-là en fait. Jusqu'à la fin de ma carrière. Ce serait vraiment l'idéal. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité. Actuellement, 50 000 postes de développeurs sont à pourvoir en France. Voilà, donc Marine Boudot, comment vous réagissez à cette vidéo? Est-ce que voilà, ça correspond effectivement à ce que vous avez vu au fil des années? Ça me rappelle même une personne que je connais qui travaillait avec mes anciennes équipes, qui s'est découvert un intérêt pour l'accessibilité, en fait, qui a découvert que ces métiers existaient. Et ça a été vraiment un changement de vie incroyable pour lui parce que du jour au lendemain, il s'est senti complètement aspiré finalement par un job, un métier qui l'épanouissait. Je parle de Selim, certains d'entre vous le connaissent. Et voilà, et bon, il est excellent à son job. Enfin, c'est magnifique de voir ça. Mais voilà, qu'on soit, peu importe, qu'on soit en situation de handicap ou non, on a envie de voir tout le monde s'épanouir dans ces métiers. Voilà, donc c'est très beau. Et comment finalement, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les grands travaux et l'agenda des politiques publiques en matière d'accessibilité numérique? Comment finalement l'État est en train de déployer cette accessibilité numérique? Alors, elle ne commence pas maintenant, hein, mais donc peut-être cette année, il s'est passé plusieurs choses. En avril 2023 a eu lieu la CNH, la Conférence nationale du handicap, qui était pilotée par le président de la République et qui a donné lieu à plusieurs annonces. Une première annonce, c'était le déploiement d'un financement de 60 millions d'euros sur 5 ans. Déployé au sein de la direction interministérielle du numérique pour accélérer la mise en accessibilité des sites publics avec une cible à 100% en 2025. Alors, accélérer la mise en accessibilité des sites publics, mais aussi accélérer la mise en accessibilité des outils en interne, ouvrir un laboratoire de recherche utilisateur et puis outiller, former. Voilà. J'en profite aussi. Une convention aussi a été signée entre la direction interministérielle du numérique et le FIPHFP
d'une hauteur de 20 millions d'euros, qui doit elle aussi permettre d'accélérer tout ça, et puis aussi avec un volet spécifique pour les collectivités territoriales et pour pousser la création de communs numériques accessibles, parce que c'est ça aussi qui va permettre, c'est un des avantages du numérique, c'est qu'on peut mutualiser beaucoup de choses, et donc si on mutualise des outils qui sont par design accessibles, ça fait faire des économies, puis ça crée un web plus accessible plus rapidement. Dernière chose, peut-être rapidement sur la partie peut-être réglementaire. Un projet d'ordonnance est passé en Conseil d'État en septembre. Il a été ratifié pas plus tard que la semaine dernière. Et ce projet donne lieu à des changements en termes de loi pour les sites publics. Et c'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait sanctionner un site public s'il n'affichait pas son niveau d'accessibilité. Demain, on pourra sanctionner un site public s'il n'est pas conforme aux règles d'accessibilité. Et donc ça, c'est un pas en avant. Et donc ce sera l'Arcom que vous connaissez sans doute puisqu'elle agit déjà dans le monde de l'audiovisuel. L'ex-CSA. C'est ça, exactement, merci. Qui sera responsable, l'autorité de sanction. Et puis tout ça, ça se fait en parallèle aussi des changements de loi qui vont s'opérer pour le privé. Et peut-être que vous en parlerez, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une directive européenne qui a été transposée et qui, donc, du coup, à partir de 2025, va avoir un impact sur les entreprises privées. Merci, effectivement. Philippe Trottin, je vous voyais opiner du chef. Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que vous avez envie éventuellement de nous parler un petit peu de cette nouvelle réglementation pour les entreprises privées, très, très succinctement, hein, mais pour effectivement faire écho à ce que dit Marine pour le public? Oui, bien entendu. Alors, il s'agit de l'European Accessibility Act, hein, qui est en fait une directive qui doit s'appliquer à l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais pas que. Elle va aussi s'appliquer à toutes les entreprises qui souhaitent vendre dans l'Union européenne des produits. Donc, par exemple, pour obtenir le fameux logo CE qui autorise la vente de produits manufacturés, si ces produits sont adossés à une documentation en ligne, cette documentation en ligne doit être accessible. Donc, c'est un petit exemple. Et ça ne concerne pas du coup que globalement le numérique, hein, c'est plus large que ça. Donc c'est vraiment produits et services qui vont être concernés par cette loi. Donc la date fixée par l'Europe, c'est juin 2025. Mais en fait, on y est déjà, puisqu'il y a déjà un certain nombre de réglementations en France qui imposent déjà aux entreprises de se bouger. Mais je pense qu'à un niveau européen, ça a probablement beaucoup plus d'envergure et de poids que si c'est uniquement une règle locale, particulièrement pour des entreprises internationales. Merci Philippe. Quels sont, de votre point de vue, donc vraiment dans l'univers du numérique dans lequel vous baignez avec votre entreprise, quels sont les métiers qui sont particulièrement en tension aujourd'hui et qui peuvent être des opportunités pour des personnes en situation de handicap? Ben en fait, c'est tous les métiers, hein. Si on regarde un peu, on a eu une grande vague, et je pense qu'elle continue, autour de l'intelligence artificielle, hein. On voit beaucoup d'appétence de toutes les entreprises sur ce sujet-là. Et je pense qu'on va voir probablement une transformation des métiers assez importante par rapport à ces sujets d'intelligence artificielle. Il y a aussi des sujets de cybersécurité, évidemment, puisqu'on sait pertinemment que c'est aussi un enjeu très, très important. Mais finalement, il y a tellement de nouveaux métiers qui se créent tous les mois quasiment. On a de nouveaux métiers qui sortent. De temps en temps, on en découvre en allant dans des entreprises. On dit « Ah bah tiens, ce métier-là, je ne le connais pas ». De la même façon, on voit les entreprises commencent à nommer des référents en accessibilité numérique, dont certains sont en situation de handicap, parce qu'ils comprennent justement les difficultés rencontrées peut-être davantage que des personnes qui ne sont pas concernées. Donc c'est beaucoup d'opportunités d'emploi. Et comment finalement, Jean, tout à l'heure, vous étiez en train de, vous nous disiez que effectivement beaucoup de développeurs, par exemple, ne connaissent pas les notions de tout le règlement en fait en matière d'accessibilité numérique. Philippe, comment travaillent les équipes de votre entreprise pour inclure en amont cette accessibilité numérique? Parce que je crois que c'est ce que vous faites depuis déjà un certain nombre de temps. Oui, alors il y a eu une opération qui était importante, c'est qu'à un moment donné, on a demandé à tous les développeurs de poser les stylos et de partir en formation. Et les deux sujets qui étaient importants, en tout cas dans l'entreprise, c'était le sujet de l'accessibilité numérique et le sujet de la cybersécurité. Dans la mesure où on ne peut pas, à un moment donné, se dire on veut développer des sites accessibles et sécurisés sans former les gens.
Donc on a monté des partenariats avec, par exemple, DK University aux États-Unis qui propose des cursus de formation. Et donc il y a une certification derrière qui impose aux développeurs finalement d'être reconnus un peu sur le domaine. Ensuite, on a également beaucoup travaillé sur ces notions de conception universelle. Donc un peu pour reprendre ce que disait Marine tout à l'heure, le fait finalement quand on parle d'accessibilité, on développe à la fois avec les personnes en situation de handicap, c'est elles qui connaissent les besoins. On développe des solutions pour ces personnes, pour répondre aux enjeux qu'elles rencontrent au quotidien, que ce soit dans la vie courante ou dans la vie professionnelle. Mais en fait, ces solutions, elles ont un bénéfice, c'est que finalement, si on simplifie une interface, si on améliore un service, tout le monde va en bénéficier. Donc l'idée dans cette accessibilité numérique, c'est de se dire, si on travaille bien, on va créer des choses qui vont être beaucoup plus simples pour tout le monde. Je vais donner quelques petits exemples dans le côté un peu convivial. On a vu une vidéo justement sur le jeu vidéo. On avait à un moment donné une discussion. Si on met un demandeur d'emploi en situation de handicap devant un formulaire, Pôle emploi par exemple, pour ne serait-ce que solliciter un emploi, peut-être que sur certains champs il va être bloqué, il ne sera pas assisté, il aura des difficultés ou le site ne sera pas accessible. Et de l'autre côté, on le met devant une console de jeux vidéo avec une manette et en 5 minutes, il a compris le fonctionnement et il joue. Donc à un moment donné, il faut se poser vraiment cette question d'interface et de comment on va accompagner les gens qui sont aussi dans l'exclusion numérique. On a aussi ces utilisateurs-là qui ont encore plus de besoin d'accompagnement grâce, en fait, avec de nouvelles interfaces ou un accompagnement personnalisé qui pourrait être possible grâce à de l'intelligence artificielle. On peut probablement aller un peu plus loin. Bruno Gendron, comment vous travaillez concrètement à la fédération et à la confédération, puisque vous avez plusieurs casquettes, pour faire bouger les lignes en matière d'accessibilité numérique et d'emploi? Quelles sont vos actions concrètes? Alors, d'abord, on travaille de manière extrêmement collective sur ces sujets-là, hein, puisque l'accessibilité numérique, on s'en est très largement emparé et les personnes aveugles et malvoyantes ont très vite compris que pour elles, c'était un levier majeur, évidemment pour la vie quotidienne, hein, tout à chacun, prendre un billet de train et autres, mais aussi pour l'emploi et pour la formation. Donc c'est vraiment un sujet qu'on prend à bras le corps. À la fédération, on a souhaité, dans le cadre de la professionnalisation des personnels qui accompagnent les personnes déficientes visuelles, on a souhaité que le titre de formateur en informatique adaptée soit reconnu au registre spécifique de France Compétences, ce qu'on a obtenu pour 5 ans. Et du coup, on peut proposer des formations pour des formateurs en informatique adaptée de façon à ce qu'ils puissent vraiment accompagner de manière professionnelle les personnes déficientes visuelles. Je voulais revenir 2 secondes sur ce que disait Philippe. C'est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que justement, dans notre action militante, que ce soit celle de la fédération ou de la confédération, on est souvent dans une opposition que Philippe n'a pas opposée. Je suis content que tu ne l'aies pas opposée. C'est l'opposition entre cybersécurité et accessibilité. En fait, ce qui est très souvent objecté, notamment par exemple dans le secteur bancaire, c'est oui, mais si on fait de l'accessibilité, alors on sera moins sécure. Et c'est intéressant d'entendre ton approche qui n'oppose pas les deux éléments. Et puis, un élément sur lequel aussi on est très sensible, c'est la question de la conception universelle, c'est-à-dire en amont. Aujourd'hui, si je rêvais un peu, si j'étais dans le monde des bisounours, à mon âge, on peut encore rêver et on peut encore être dans le monde des bisounours, d'autant plus que je ne suis pas si âgé que ça. Je me dis, il serait quand même beaucoup plus intéressant de penser les outils numériques au sens large, les logiciels métiers, les sites intranet, Internet, etc., de les penser accessibles à tous. Parce que si on le fait autrement, c'est-à-dire que d'abord on est toujours en retard, puisqu'on produit un outil, et après on se pose la question de l'accessibilité. Deuxième sujet, j'ai une petite trentaine d'années de maître de conférence en économie, donc l'économie m'intéresse un tout petit peu, vous l'imaginez bien.
je me dis que budgétairement parlant, c'est quand même beaucoup plus coûteux de revenir sur quelque chose qui a déjà été construit. Et donc, il vaut mieux le penser en amont que de le penser a posteriori. Et puis, je crois aussi que cette accessibilité numérique, là où il y a un enjeu économique, je me suis très souvent exprimé au FIP sur cette question, l'enjeu, il est quand même qu'aujourd'hui, et c'est vrai dans le privé, hein, bien sûr, parce que j'étais membre du FIP, que je me suis exprimé au FIP, j'aurais été à l'AGFIP, j'aurais dit la même chose. C'est que, en fait, pour pouvoir exercer un métier en toute autonomie, c'est-à-dire comme tout un chacun, en fait, on ne dit rien d'autre que ce qu'on dirait d'une personne qui exerce un emploi. Si on veut le faire en toute autonomie, c'est important que le logiciel métier, que l'outil intranet, Internet soit accessible. Pourquoi ? Parce que s'il ne l'est pas, alors la personne en situation de handicap, eh ben, elle ne pourra pas exercer tous ses talents de la même façon qu'un autre. Donc je crois vraiment que, au-delà, bien sûr, de la part d'un militant associatif, il y a forcément une conviction qui est là. Mais il y a aussi un enjeu économique qui est majeur. Et il est d'autant plus important dans un monde où il y a quand même globalement une pénurie de ressources. Allez-y Marine, vous avez... Alors je me permets, parce que merci pour cette intervention. Je signe à tout ce que vous venez de dire. Et il y a un mot que vous n'avez pas prononcé. C'est le mot design. C'est vrai. Et en fait, en France, quand on lit sur le design, que ce soit dans Le Monde ou dans d'autres sites et magazines d'actualité ou autres, on parle souvent de design d'objets. On parle de mode, on parle de voitures, on parle peut-être de consommables ou d'architecture, d'art bien sûr, mais on parle peu de numérique. Et en fait, c'est aussi en ça qu'on peut créer un numérique plus fort en France. Enfin, s'il y a un enjeu stratégique au design en France, si on veut que nos pépites numériques, que nos startups, que nos entreprises françaises puissent vraiment être utilisées à travers le monde, eh bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est investir dans le design. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est étoffer les métiers du design. Donc, ce qu'on a fait au sein de l'État, on a lancé une circulaire cet été. Voilà, c'est un objet administratif, hein, mais ça fonctionne. Et on a demandé à chaque ministère de nommer un Chief Design Officer. Alors, on l'a dit en français, hein, parce que c'est un responsable du design. Et puis, en parallèle, on a aussi mené des interviews avec des responsables, des directeurs du design, des directrices du design dans tout un tas d'entreprises, Thales, Air Liquide, Canal+, Back Market, etc., pour donner à voir en fait à quoi ressemble le design dans ces grosses entreprises ou plus petites entreprises et pourquoi on doit investir pour justement produire un numérique, produire des produits numériques qui se vendent davantage. Et il y a un enjeu économique aussi. Effectivement, et Marine, je rebondis sur ce que vous dites. Quand on a discuté en amont, vous me rappelez l'importance de former les étudiants dans les écoles très très en amont, les écoles d'ingénieurs par exemple. Et vous me disiez que les écoles aujourd'hui ne sont pas assez formées sur cette question, voire pas du tout. En revanche, vous me citiez une entreprise qui est pionnière, qui existe depuis 2-3 ans et qui... Une école, pardon. CY Design, pardon, c'est l'école de Dominique Siama. J'accroche toujours CY School. CY Design, oui. Donc c'est l'école de Dominique Siama, du coup je me répète, mais qui est en effet une école qui doit former des ingénieurs designers, et je crois que Dominique souhaite que demain on ait un président de la République qui soit aussi designer, parce que le design aujourd'hui il peut être vu comme artisanal, mais en fait il y a aussi le design stratégique, et dans cette période de changement, hein, notre monde change très rapidement, on doit incarner de nouveaux possibles, on doit transformer nos manières de vivre. C'est là aussi que le design, je pars sur un autre sujet, mais tout ça c'est lié. Non, c'est lié, c'est très lié, voilà. Tout à fait. Jingo, donc comment vous avez commencé à nous parler de Connexio, et justement comment sur le terrain, chaque jour finalement, vous œuvrez pour former des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs je crois, au numérique, hein. Quelle est votre méthode ? Donc je pense que j'ai répondu aussi sur ce qui était évoqué surtout aussi par Bruno, parce que je pense que sur ces questions de talent, ça c'est ce qu'on vit un peu tous les jours chez Connexio, et l'enjeu c'est de
comment en fait aider des personnes d'aller plus loin et vraiment en fait pouvoir s'épanouir et aussi aller dans le plan potentiel qu'ils ont. Et donc je pense que chez Connexio, je pense que sur ces questions aussi d'accessibilité et d'inclusion numérique, on est sur plusieurs piliers de programmes, qui va des programmes d'initiation pour sensibiliser les personnes sur les compétences numériques de base pour la vie pratique, la vie professionnelle. On est aussi sur des parcours découvertes qui visent aussi à faire justement la découverte des métiers de demain. Donc on parle en fait de différents types de métiers qui peuvent être des développeurs, techniciens, systèmes et réseaux, la cybersécurité parmi d'autres. On a nos parcours professionnalisants qui ciblent vraiment en fait des formats plutôt intensifs avec alternance à la clé. Et pour nous, ce qu'on voit, c'est en fait en termes d'adaptation sur le terrain, on a plusieurs manières de faire. Je pense qu'il y a des adaptations qui sont plutôt physiques. Donc si pour les apprenants qui ont des situations où il faut avoir des écrans plus adaptés en fonction de leurs besoins, on fait ça. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est les situations plutôt de mise à situation, par exemple, et aussi d'adaptation pour leurs besoins, leur parcours professionnel. Et donc, ce qu'on fait, c'est plutôt, on a des ateliers de mise en situation pour aider les personnes aussi en face de situations qui peuvent arriver dans le monde professionnel. Comment je vais réagir? Est-ce que je parle avec mon manager? Quelles sont les choses que je dois vraiment dire ou pas dire? Et je pense qu'il y a quand même sur des situations plutôt de relationnel, des compétences relationnelles, il y a quand même des choses on essaie de faire. Donc, c'est plus une approche 360. Il y a les compétences techniques, mais il y a aussi, pour les personnes qui vont jusqu'au bout d'un parcours d'insertion socio-professionnelle, comment on va les aider aussi à s'adapter, à pouvoir aussi, travailler en équipe avec d'autres personnes. Et enfin, pour nous aussi, il y a cette dimension humaine pour notre équipe. Donc, je pense que Philippe a évoqué la formation de tout le monde sur les enjeux d'accessibilité numérique. Chez nous, même chose, mais pour toute notre équipe aussi, d'être déjà sensibilisés pour les formateurs, toutes les personnes qui vont encadrer les apprenants, comment aussi déjà être au courant de la situation et comment pouvoir adapter au fur et à mesure dans le parcours. Et je pense que pour moi, je m'aimerais bien évoquer ou aller vers des parcours réussis aussi, parce que je pense ce qu'on avait vu avec l'histoire, je pense de Céline, en digital, je pense que c'est ces histoires qui nous inspirent chez Connexio. Donc, par exemple, j'aimerais bien parler de Pierre, qui était menuisier chez nous, mais suite à un accident de travail, à 55 ans, il a décidé de faire une reconversion. Et aujourd'hui, il est donc en alternance chez Monoprix et il est technicien système et réseau. Je peux vous aussi parler de Axel, qui était 13 années dans un ESAT. Il a commencé à prendre les parcours plutôt d'initiation chez Connexio. Et aujourd'hui, il va commencer en emploi au sein d'un café joyeux. Et enfin aussi, j'aimerais bien vous parler de Yacine, parce que comme il avait le dyslexie, c'était un peu plus difficile pour lui de suivre l'école dans des cadres plus classiques. Donc, il n'avait pas pu en réussir dans son parcours scolaire. Et donc, aujourd'hui, suite à sa formation chez Connexio, il est technicien helpdesk chez Info10. Mais ça, c'est juste pour vous montrer les parcours possibles de réussite. Ou peut-être dans d'autres métiers ou dans d'autres secteurs, ça peut être un peu plus difficile vis-à-vis, par exemple, comme ce qui était cité sur les besoins d'interaction ou d'autres besoins sur le métier. Et je pense qu'il y a quand même plein de potentiel dans les secteurs, dans le secteur numérique, sur les métiers numériques. Il faut juste vraiment trouver les bonnes manières de sensibiliser les personnes, les aider bien sûr, et vraiment les soutenir jusqu'au bout. Merci à tous les quatre. Je vous propose maintenant de suivre notre route, de voir une seconde vidéo. Cette fois-ci, on va découvrir Aurélien. Alors Aurélien, il est également concerné par les troubles du spectre autistique. Il a suivi la formation chez Endigital et aujourd'hui, il est en emploi dans la société Ives, qui est une société qui propose des services numériques pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette entreprise a été créée en 2006 et est basée à Montbonneau, Saint-Martin, dans l'Isère. On le découvre. Parlons peu, parlons bien. Tu dois me faire la traduction en anglais de... Pour le mot de passe, les deux. Oui, bah oui, pour SRV.
Ancien élève de la formation inclusive en digital, Aurélien a intégré il y a 3 ans l'entreprise numérique Ives en tant que développeur informatique. Avant d'entamer sa formation au métier du numérique, très peu de perspectives s'offraient à lui en raison de ses troubles du spectre autistique. Ouais. Professionnellement, c'était le néant. D'un point de vue formation ou école, c'était le néant depuis mon brevet des collèges. Donc ça a été clairement salvateur pour moi. J'ai toujours évolué dans le numérique. Je suis un enfant d'Internet un peu. J'ai bidouillé des serveurs de jeux, mais j'avais jamais pensé à en faire mon métier. Pour Aurélien, le secteur du numérique présentait aussi l'avantage d'offrir des conditions de travail plus flexibles, plus décontractées, loin des modes de fonctionnement rigides et conventionnels en vigueur dans d'autres secteurs. Ce qu'on peut dire sur comment on s'habille, sur le langage à avoir, sur tout ça en fait. J'ai l'avantage d'avoir un handicap invisible, mais aussi un désavantage, puisqu'en fait, forcément, les gens, quand ils voient pas le handicap, en fait, ils n'y pensent pas. Et donc, je peux m'adapter à tout, je suis un caméléon, mais en fait, je le paierai à un moment. C'est la fatigue, en fait, mon plus grand ennemi. Et donc, plus les choses sont strictes, plus ça me demande d'efforts pour me conformer, en fait. Et donc, une entreprise trop stricte aurait été très coûteuse pour moi. Aujourd'hui, le jeune homme de 26 ans s'épanouit au sein d'une entreprise qui fournit des solutions d'accessibilité numérique à destination des sourds et malentendants. Un projet d'aide à la personne aussi stimulant que porteur de sens. Mon atout principal, c'est ma capacité d'investissement dans des projets qui me parlent, des projets qui me touchent. Et c'est quelque chose de prenant, le développement. Il faut apprendre tout le temps, se mettre à jour. Il faut avoir vraiment la fibre, en fait. C'est un métier de passion, je pense. Pour que son inclusion au sein de l'entreprise soit réussie, il est encadré pendant les premiers mois. Mais assez vite, il prend confiance et monte en expertise dans son domaine, au point de se frotter à l'expérience du management technique de certains collaborateurs. Dans le passé, c'était pour moi, je me voyais pas manager. Enfin, je suis autiste, forcément, la communication, ça fait pas partie de mes forces. Mais du coup, en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que l'encadrement technique me plaisait, en fait. Transmettre à des gens, faire monter en compétence les gens, ça m'a plu. Et donc, je me suis dit, allons-y, en fait. Preuve de sa volonté de transmettre et d'évoluer, Aurélien encadrera pour la première fois un alternant dans quelques semaines. Un alternant également porteur d'un handicap autistique, pour une nouvelle mission, plus que jamais porteuse de sens. Voilà, alors je vous propose maintenant de poursuivre nos échanges et je vais inviter à nous rejoindre sur scène 2 acteurs majeurs dans l'écosystème du handicap. J'invite Madame Françoise Descancronier, présidente du comité national du FIP. Bienvenue. Et j'invite Christophe Roth, donc Christophe Roth, président de l'AGFIP. Voilà, bienvenue à tous les deux. Vous avez un micro, voilà, parfait. Alors, vous êtes très impliqués sur ces questions d'accessibilité numérique. J'ai une question pour tous les deux, en fait. Quel est le message qu'il vous semble le plus important à faire passer et à retenir lors de cette 27e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées? Françoise Descancronier, vous voulez démarrer? Oui, bonjour à toutes et tous. Je crois que le message, il est surtout à la fois de bien faire comprendre que les personnes en situation de handicap sont, comme toute personne, d'abord des ressources et des compétences, et que malgré leur handicap, elles peuvent accéder finalement à tous les métiers à partir du moment où on les accompagne. Et nos 2 fonds sont là effectivement pour les accompagner. Donc c'est un peu ce message-là que je veux faire passer, c'est que il faut changer vraiment le regard de la société sur le handicap et que il faut aller de l'avant et finalement rêver et inscrire cela dans la réalité.
Christophe Roth, même question. Quel est à vous votre message essentiel qu'on a vraiment envie de retenir? Bonsoir à toutes et tous. Le message que je voudrais faire passer, c'est que le monde et l'organisation du monde du travail a fortement évolué, que le numérique a aujourd'hui une place très prépondérante, que ce soit dans la fonction publique, dans le secteur privé, et qu'il y a des opportunités, bien évidemment, de travailler dans ce secteur où il y a une palette de métiers avec de nombreuses compétences qui sont demandées, mais à tout niveau de compétences. Aujourd'hui, les derniers chiffres que l'on m'a communiqués, l'Institut Montaigne indiquait qu'il y avait 85 000 postes qui n'étaient pas pourvus l'année dernière. Et il y a 220 000 postes à pourvoir d'ici 2027 dans le domaine du numérique. Comme vous le savez, et ça tombe très bien, Madame la Ministre vient d'arriver, bonsoir. Comme vous le savez très bien, la GFIP est résolument engagée pour faire évoluer le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, et atterrir vers le plein emploi du personne en situation de handicap nécessite bien évidemment l'implication de tous les acteurs du travail, que ce soit les services de santé au travail, de prévention, les services de formation, mais également aussi l'État et bien sûr les entreprises et les salariés en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. Donc des véritables opportunités, et puis allons-y pour le plein emploi, saisissons tous les talents, toutes les compétences, jeunes, moins jeunes, reconversion professionnelle ou des personnes seniors qui veulent se maintenir en emploi et s'éclater avec les métiers du numérique. Merci beaucoup à tous les deux. Alors bonjour Madame la Ministre, je vous prie de... Voilà, on est ravis de vous accueillir. Donc vous êtes ministre délégué chargé des personnes handicapées auprès du ministre des Solidarités et des Familles. Eh bien, écoutez, nous vous écoutons pour votre intervention donc sur le handicap, le numérique et l'emploi. Alors écoutez, bonsoir à toutes et tous. Donc je salue bien sûr tous les acteurs présents, notamment la présidente du FIP. Je ne sais pas si elle est là. Oui, elle est, voilà, je ne vous voyais pas, vous étiez cachée. Également, voilà, la directrice, ainsi que la directrice de la DINUM. Alors moi j'arrive, et veuillez m'excuser donc pour ce petit retard, mais on m'a dit que je devais clôturer justement cette conférence. Donc en tout cas, je suis très heureuse d'être là et à cette conférence qui est donc dédiée au thème notamment de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et le thème de cette conférence, c'est le numérique, et de la semaine. D'ailleurs, le thème choisi, je le salue, puisque c'est exactement ce qu'il faut faire dans la mesure où c'est un thème qui est prometteur, le thème numérique, d'avancée rapide pour les personnes en situation de handicap et leur insertion dans leur emploi. Ça permet déjà 3 choses. Premièrement, bien sûr, vous l'avez dit certainement mieux que moi, de développer des outils de compensation satisfaisants pour les personnes en situation de handicap qui travaillent, et bien sûr aussi également pour les employeurs, très facilitateur. Également très intéressant sur le champ professionnel, puisque le numérique, ça transforme aussi les emplois et ça permet notamment de créer de nouveaux emplois qui vraiment répondent aux attentes des personnes en situation de handicap. Et c'est un secteur qui recrute énormément, il faut le dire, notamment quand on est aussi formé et bien formé. Donc ça peut être un véritable levier pour les personnes en situation de handicap, vraiment de nouvelles opportunités. Il permet aussi de proposer davantage de formations. Des formations qui sont aujourd'hui accessibles aux personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc le numérique a permis cela. Et donc ça joue, c'est vraiment un rôle clé en termes d'accessibilité. Alors sur l'accessibilité numérique, on avance doucement, mais on avance tout de même. Alors comme vous le savez, l'État, de manière globale sur l'accessibilité, met 1,5 milliard. Si vous me le permettez, je me permets quand même de revenir là-dessus. Pourquoi ? Eh bien moi, les personnes en situation de handicap me disent qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout acceptable, le fait effectivement de ne pouvoir accéder à un emploi, de ne pouvoir accéder à un bâtiment, de ne pouvoir accéder à un service public numérique. Ça n'est pas acceptable. Et quand je me suis rendue à l'Institut national pour les jeunes aveugles. D'ailleurs, ils m'en ont fait part en me disant « Madame, vraiment faites quelque chose pour que la société soit beaucoup plus adaptée à notre problématique ». Donc on avance, l'État met 1,5 milliard sur l'accessibilité. Je le dis, c'est inédit.
inédit. Les associations me disent, madame, soyez courageuse, vraiment, allez-y, mettez des sanctions. Nous préférons, plutôt que de mettre des sanctions, qui pourraient être une marque d'ailleurs de courage politique aussi, je le dis, eh bien, nous préférons mettre de l'incitation financière. Donc j'espère en tous les cas que les acteurs seront au rendez-vous. Alors bien sûr, cela a été dit sur le bâti. Par exemple, pour tout ce qui est ERP catégorie 5 qui reçoit du public, donc c'est 300 millions d'euros, un fonds territorial là-dessus. Et puis également, bien sûr, alors pour tous les commerces de proximité, les cabinets médicaux, etc. Et puis également, bien sûr, les bâtiments d'État, des collectivités. Nous mettons aussi 900 millions d'euros là-dessus, les transports aussi, et bien sûr sur le numérique. Demain, justement, il y aura des ordonnances qui vont être présentées, ratifiées en Conseil des ministres. Et cela représente pour le numérique 60 millions d'euros pour rattraper effectivement le déficit. Donc j'invite bien sûr tous les services publics et notamment ceux des collectivités territoriales de se mettre aux normes. Voilà, donc on avance en matière d'accessibilité. Il faut poursuivre parce que j'allais dire, vous savez, on peut faire un pas et puis reculer et se rendre compte finalement qu'on n'avance pas aussi vite. Donc bravo à tous les acteurs en tout cas vraiment voilà pour leur mobilisation. Bravo aussi voilà pour les personnes qui se sont mobilisées depuis hier sur cette semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a un moment fort qui est celui du Duo Day, jeudi. Alors j'ai eu les derniers chiffres, on m'a dit que c'était 27% de plus que l'année dernière en nombre de binômes. On est aux alentours d'un peu plus de 26 000 binômes de constitués. Donc vraiment, c'est vraiment une belle opération. C'est même plus d'ailleurs une opération, j'allais dire, de communication, de sensibilisation. Je pense que vraiment les personnes sont engagées là-dessus. Et je rappelle ce chiffre quand même, l'année dernière, sur cette opération, eh bien, 23% des personnes qui sont passées par le dispositif ont été reçues, ont trouvé soit un stage, soit un CDD, soit un CDI. Donc voilà, en matière d'emploi, on avance. Il nous faut encore continuer d'être mobilisés et surtout de faciliter, bien sûr, l'accessibilité à tous les niveaux. Voilà, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre intervention. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est un temps d'échange avec vous dans la salle. Vous avez devant vous un large et passionnant panel d'intervenants. Donc, vos questions voilà, sont vraiment les bienvenues. N'hésitez pas, en prenant la parole, à vous présenter, voilà, qu'on sache d'où vous parlez, entre guillemets. Voilà, le micro va circuler. Bonjour, je m'appelle Hélène Bonneau, je suis enseignante chercheuse à l'Université Paris-Saclay. On se connaît avec Philippe. Ça fait 10 ans que je travaille et que je milite pour l'accessibilité numérique. 10 ans que j'entends dire que les universités ne font pas leur travail et que c'est les écoles privées qui le font. Ce n'est pas vrai. Dans les universités, et Madame la ministre Sylvie Retailleau le sait, nous enseignons l'accessibilité numérique à nos étudiants. Depuis 2013, dans les programmes des diplômes universitaires technologiques, devenus maintenant BUT, l'accessibilité numérique est dans tous les programmes de toutes les spécialités qui ont à voir avec le numérique. Et donc, on forme les gens, et de sorte qu'il y a moyen de faire des choses. Et par ailleurs, rendre quelque chose accessible numériquement, c'est pas très compliqué parce que maintenant, on a toutes les technologies qui existent. Donc après, il suffit d'appliquer les bonnes pratiques. Et moi, j'enseigne l'accessibilité numérique notamment. Jeudi, je vais faire un webinaire là-dessus pour mes collègues de l'université. Je forme aussi tous les nouveaux enseignants-chercheurs de l'université. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Et je voudrais vous dire, je suis désolée, je suis hyper contente d'être dans les locaux du Monde et très émue même. Et cependant, un des exemples négatifs que je donne aux personnes que je forme, c'est malheureusement l'application mobile du Monde. Et si je peux aujourd'hui faire quelque chose pour que ça s'améliore, c'est pour ça que je le dis. En fait, vous savez, les mobiles, si on règle dans les réglages d'accessibilité la taille des caractères, on demande des caractères plus gros, toutes les applications qui sont bien faites, automatiquement,
affichent leur caractère plus gros. Comme ça, c'est fait une fois pour toutes sur la plateforme, n'est-ce pas? Ben, vous regardez l'application du Monde, vous augmentez la taille des caractères dans le caractère d'accessibilité, et malheureusement, ça s'augmente pas, quoi. Alors qu'il y en a plein d'autres qui marchent, hein, et je ne vais pas les citer parce que... On va faire remonter ouais, votre super. information. Et alors là, je vais vous dire que je vais vous donner mon mail. Et hyper contente que ça marche. Et donc, c'est juste pour dire qu'il se passe des trucs dans les universités et qu'il y a des choses à faire, y compris ici où on est mobilisé. On ne les fait pas par... Pourquoi? En fait, c'est une question d'y penser tout le temps. Et en fait, ça se fait pas assez. Bien sûr. Merci, madame, pour votre témoignage important. Je voudrais juste Philippe, rajouter quelque chose, parce qu'effectivement, il y a quelques universités qui s'engagent, et c'est souvent parce qu'on a des personnalités qui sont très motivées sur le sujet et qui ont envie, effectivement, de faire bouger les choses. Maintenant, il existe quand même un nombre de formations en France où on est en définitive diplômé d'État, Bac+5, voire plus, sur lequel les gens n'ont jamais entendu parler ni de handicap, ni de conception universelle, ni de design, et franchement, ni d'accessibilité numérique, a fortiori. Et ça, c'est pas acceptable. Je pense qu'à un moment donné, de la même façon qu'on oblige, par exemple, pour être diplômé d'État, moi je suis diplômé d'une école d'ingénieur, on exige un certain niveau d'anglais, on devrait aussi exiger d'avoir des compétences minimum sur la notion de conception universelle ou la conception ou effectivement l'accessibilité numérique. Madame Descancrenet. Oui, je voulais intervenir parce que le FIPHFP est un accompagnateur du secteur public et donc des universités aussi. Et on passe des conventions dans le cadre de nos comités locaux, régionaux donc, avec les universités et avec toutes les universités qui le souhaitent. Par ailleurs, demain, on signe une convention avec France Université. Et donc, pour effectivement booster aussi notre partenariat avec les universités. Et puis, tout à l'heure, va être signée la convention avec la DINUM, qui, Madame la ministre parlait de 60 millions à l'échelle de l'État, mais pour le FIPHFP, c'est 20 millions à son échelle, et donc qui va permettre aussi de booster aussi l'accessibilité numérique et l'accompagnement numérique. Voilà, donc je voulais juste préciser ça, parce que ça me paraissait important, parce que c'est vraiment un point, un axe qu'on veut développer, qu'on développe depuis un bon moment déjà, et là, c'est encore davantage approfondi et accéléré, et donc on espère que ça va véritablement booster toute l'accessibilité numérique. Bruno, oui, juste me permettre, puisqu'il est question d'université, de dire que la Fédération des aveugles de France a organisé à peu près il y a un an, peut-être le 15 novembre, il me semble, de mémoire, un webinaire sur l'accessibilité numérique au sein des universités. Et je vous engage, Madame Bonneau ou d'autres, à aller visionner ce webinaire qui a permis à une trentaine, il y avait une trentaine d'universités qui étaient présentes à ce webinaire et qui ont vraiment témoigné à la fois des problèmes qu'il y avait, puis des solutions qui ont été trouvées. Nous, on est très sensibles. Vous savez, on parle de la continuité de la chaîne du déplacement quand on est dans le domaine de la voirie. On est très sensible à la Fédération des aveugles de France sur l'idée de la continuité aussi dans le domaine du numérique. Par exemple, pour un étudiant, c'est effectivement, il y a l'accessibilité des outils Internet, mais il y a aussi l'accessibilité du portail documentaire. Alors souvent, il l'est. Après, les bouquins qui sont téléchargeables en ligne ne le sont plus. Donc, vous voyez, il y a tous ces éléments où il y a des, comme on dit maintenant, des trous dans la raquette qui font qu'il n'y a pas la continuité, en fait, de l'accessibilité numérique. Alors, on va prendre une autre question. Bonjour, Najib Lamjaj, donc de l'association Valentin Oui. Je vous remercie de tous ces échanges et je vous rejoins sur l'ensemble des éléments d'analyse. Je voudrais poser une question concernant, pour revenir un peu, alors la GFIP, vous avez publié un baromètre sur la déficience visuelle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis non-voyant et j'accompagne dans le cadre de prestations d'accompagnement, notamment financées par le FIP et la GFIP, l'accompagnement des déficients visuels sur les aménagements de postes, les évaluations des bilans. Donc, ce qui aide beaucoup, c'est un dispositif très, très fonctionnel et très concret.
Et on est souvent effectivement bloqué sur l'application, l'accessibilité des applications métiers. Vous en avez parlé, je ne vais pas refaire l'analyse. Mais ce que je voulais poser comme question, Madame la Ministre, vous avez évoqué l'envie d'aller vers l'incitation. Est-ce que parallèlement à l'incitation, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée sur aussi la dénonciation dans ce cas-là? Parce qu'on a quand même des personnes handicapées qui n'ont pas de poste ou qui ne peuvent plus occuper leur poste à cause de l'inaccessibilité numérique, qui est comme dans le baromètre AGFIP, c'est une des deux grandes problématiques avec les déplacements, d'ailleurs des points qui ont été relevés par l'étude Homer aussi de la fédération de Bruno Gendron qui est présent. Ces deux points importants, et l'accessibilité numérique, c'est un élément bloquant. Donc voilà, c'était ça ma question. Incitation versus dénonciation, ou en tout cas quelque chose qui permette vraiment de poser le sujet sur la table devant tout le monde, voilà, tous les acteurs. Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Plutôt que la dénonciation, je préfère effectivement toujours un dialogue social constructif. Je préfère qu'on fasse preuve de pédagogie, de conviction et faire en sorte de se dire, ben voilà, c'est un droit, aujourd'hui il n'est pas respecté, donc que faites-vous pour effectivement aménager mon poste et que je puisse effectivement m'insérer professionnellement. Je préfère quand même toujours la pédagogie et le dialogue social constructif. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui les mentalités évoluent et on a véritablement toutes et tous envie vraiment d'avancer sur le sujet. Mais vous avez raison, quand les personnes sont dans cette situation, parfois ça peut être de la détresse, mais encore une fois, voilà, faisons preuve d'intelligence collective au service des citoyens et notamment faisons preuve de pédagogie plutôt. Si je peux me permettre de compléter un tout petit peu votre réponse, Madame la Ministre. Donc, dans le projet d'ordonnance et donc sa ratification dont vous parliez demain, donc c'est l'ARCOM dont on parlait tout à l'heure, qui sera autorité de sanction et qui donc dans ses dispositions pourra communiquer sur les sanctions qui sont portées sur la non-conformité des acteurs et donc. Alors, on ne va pas l'appeler de la dénonciation, mais ce sera davantage de la communication, un peu comme ce qui a été fait peut-être il y a quelques années autour des enjeux de RGPD, autour des enjeux de préservation de la donnée des citoyens, avec, on a vu voilà, dans certains articles de presse qui ont pu aider à sensibiliser davantage d'acteurs. Moi, je me souviens, c'était Google, je crois, sans vouloir les nommer, qui, dès le démarrage, en fait, la mise en place de la loi, eh bien, voilà, s'était pris une amende et je pense que ça avait aidé aussi à sensibiliser d'autres acteurs plus petits, à leur donner le temps aussi de s'adapter et de transformer leurs outils et leurs pratiques. Et puis, voilà. Je voulais aussi intervenir rapidement. Il y a une vraie problématique pour les référents handicap. Je suis aussi référent handicap dans mon entreprise. Il y a aussi une vraie problématique dans les adaptations de poste. Pourquoi ? Typiquement, le parcours habituel d'une personne en situation de handicap, c'est qu'il va faire un bilan médical. Le bilan médical donne accès finalement à une adaptation de poste pour lequel le médecin peut être accompagné d'un ergonome, donc sur tout ce qui va être posture, équipement, siège, éventuellement clavier ergonomique, souris, etc. Mais par contre, sur le volet numérique, l'ergonome n'est pas du tout compétent. Et donc, en définitive, la médecine du travail se retourne vers le référent handicap en disant, bah voilà, il y a une adaptation de poste à faire sur le numérique. Et en définitive, il n'y a aucun acteur nommé dans l'entreprise réellement en charge de ça. Donc, dans certaines entreprises, on commence à nommer des référents en accessibilité numérique pour essayer de pallier en fait à cette difficulté. Mais il y a encore un trop grand nombre d'entreprises dans lesquelles le référent se trouve un peu tout seul, en se disant, bon, je vais faire comment ? J'appelle des collègues ou je fais appel à des associations, je ne sais pas quoi faire. Voilà. C'est ça, exactement, oui. Et si je peux me permettre, il y a effectivement, parce qu'on la cofinance, une formation maintenant de DU sur les référents, pour les référents numériques. Je suis enseignant en fait dans ce DU. Voilà, avec la Réunion et puis l'université La Réunion et l'université de Bordeaux, bien sûr, et ce qui peut permettre effectivement eh bien, de peut-être booster aussi les fonctions de référents numériques et qu'il faudra effectivement mettre en relation avec les référents handicap, parce que l'important c'est qu'il y ait une interdépendance entre les deux pour que le travail puisse se faire correctement et le plus efficacement possible.
On va prendre une autre. Voilà. Monsieur, peut-être devant. Oui, bonjour. Pierre Maragou, je suis président de l'association Accompagner, Promouvoir, Intégrer les déficients visuels, APIDV, et je suis par ailleurs fonctionnaire territorial. Une question qui porte plutôt sur la convention DINUM FIPHFP. Dans cette convention, comment est envisagé le travail d'animation à l'échelle nationale entre employeurs publics? Je m'explique. Je pense que dans un certain nombre de collectivités, d'hôpitaux et probablement de ministères, on utilise les mêmes logiciels. On va probablement être confronté au même problème d'inaccessibilité d'un endroit à l'autre. Et je pense qu'il y a à l'échelle nationale, besoin de coordonner l'effort des différents employeurs et de faire pression de façon collective auprès des développeurs de solutions professionnelles. Alors, non, comme vous voulez. Ok, parfait. Bon, merci pour cette question. Alors déjà, il faut rappeler peut-être ce que fait déjà la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. Elle met à disposition, notamment en interministériel, auprès des autres ministères, des outils. Elle outille, et puis aussi parfois des collectivités. Peut-être que vous utilisez déjà démarche simplifiée. Et puis c'est la version qui a été reprise par l'ADULACT, par exemple. Après, donc, la DINUM, ces 4 dernières années, a déjà eu des conversations avec les éditeurs de logiciels, essayer d'exercer une sorte de lobby justement pour essayer de sensibiliser les éditeurs de logiciels et éditeurs de logiciels qui travaillent, qui œuvrent pour les collectivités territoriales. La DINUM avait aussi mis en place via France Relance un guichet d'une hauteur de 48 millions d'euros qui a permis aux collectivités, notamment sur le sujet de l'accessibilité, de proposer des projets mutualisés entre collectivités et qui a permis de financer donc, des projets autour de l'accessibilité numérique. Et là, le financement est venu à sa fin. Ici, dans le cadre de cette convention avec le FIPHFP, il y a en effet une partie qui sera prévue spécifiquement pour les collectivités avec cet objectif, donc une sorte de guichet, mais qui aura un objectif derrière de mutualisation et de création de communs numériques. Donc l'angle qu'on a pris, que la DINUM a pris avec le FIPHFP, c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait créer un guichet qui permette le financement de communs numériques qu'on serait utilisable et utilisé par d'autres collectivités. Donc ça, c'est en cours de préparation. Des collectivités ont déjà été mises dans la boucle. Les équipes de la DINUM ont travaillé avec certains acteurs représentants des collectivités justement pour voir, notamment la DICO, pour voir comment est-ce quelle était l'ingénierie finalement de ce guichet. Je pense que les travaux sont encore en cours. Et je laisserai Madame la Présidente. Tout à fait, mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, on a aussi pris contact avec l'Association des maires de France, avec laquelle on va passer une convention. Et on a déjà entrevu avec l'Association des maires de France le fait pour que les employeurs publics territoriaux puissent, à la fois dans le cadre des messages qui leur seront donnés et de la sensibilisation qui leur sera faite, eh bien de voir avec les différents éditeurs aussi de logiciels pour adapter effectivement ces logiciels d'abord à l'accessibilité numérique, mais au fait effectivement d'avoir finalement une homogénéité effectivement dans le cadre des logiciels par rapport à l'accessibilité numérique. Donc voilà, donc il y a un travail qui est en cours à la fois dans le cadre de notre convention avec la DINUM et par ailleurs avec les partenariats qu'on pourra prendre avec les employeurs territoriaux, avec les fédérations d'employeurs territoriaux pour qu'ils puissent effectivement aussi soient sensibilisés et prennent conscience de cette difficulté. Merci. On va prendre une autre question. Excusez-moi, c'est encore Najib Lamjad. Juste pour répondre pour le trou dans la raquette, il y a quand même, justement, j'en parlais un petit peu, la GFIP et le FIP ont quand même mis en place les prestations d'appui spécifiques où les référents handicap, en particulier les médecins du travail de prévention, peuvent faire appel à ces prestations pour être aidés sur l'analyse de situations complexes telles les situations numériques. Alors ça commence à bien être connu,
mais ça mérite certainement d'être encore plus connu. Mais on peut faire appel à ce type d'aide, notamment au niveau de l'employeur. Ouais, c'était pour répondre à la question. Quand vous avez des soucis numériques, vous pouvez faire appel à ces prestataires. Merci, monsieur, pour cette précision importante. Il y avait des questions voilà, plus vers le milieu de la salle. Merci beaucoup, Stéphane Baller, fondateur de Droit comme AH, donc qui accompagne les jeunes talents en situation de handicap vers les professions du droit. Je suis avocat dans un cabinet d'avocats où on a les professions libérales. Ce qui est génial, c'est que l'État avance, les sociétés avancent, le dispositif européen va faire avancer tout le monde et on commence à avoir des demandes de l'étranger, moins de sociétés françaises. Mais pour ces professions libérales et un cabinet d'avocats, celui où je suis, nous sommes 200, il y a 50 salariés. Le reste sont des professions libérales. Il n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'accompagnement. On n'est vraiment pas des chefs avec l'AGFIP. Et même si on va faire prochainement un webinaire où l'AGFIP va nous aider à comprendre les accompagnements qu'il pourrait y avoir, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc je parle au nom des avocats, mais les architectes doivent avoir le même type de problème. Comment est-ce qu'on pourra avoir accès à des guichets qui nous aident ? Parce qu'aujourd'hui, on a 7 jeunes qui vont faire dans des grands cabinets d'affaires un duodet. L'année dernière, il y en a 2. On commence à se bouger, mais on a malgré tout besoin d'un peu d'aide. Oui, je me permets de vous répondre, maître. Donc, écoutez, vous vous inscrivez sur Activateur de Progrès, puis vous allez avoir toute une mallette d'outils qui pourront répondre à de nombreuses questions sur les différents types de handicap. C'est déjà un premier pas. Et ensuite, bien évidemment, si vous avez des situations particulières, n'hésitez pas à nous solliciter au niveau de la GFIP. On aura une écoute très attentive. Merci beaucoup, ce sera dès demain. Il y avait un certain nombre de sujets sur le droit. On a eu l'occasion avec Stéphane d'avancer un peu sur cette thématique-là. Je pense qu'il y a aussi besoin de mettre un peu la pression aux éditeurs spécifiques sur les logiciels métiers, donc en l'occurrence des logiciels de droit, mais il y en a effectivement d'autres, des métiers sur lesquels malheureusement les éditeurs sont très peu finalement pénalisés par rapport à la non-accessibilité de solutions. Donc effectivement, quand on essaye d'accompagner notamment des élèves en droit vers des métiers et qu'on se retrouve confronté avec les principaux outils utilisés au quotidien inaccessibles, en définitive, on ne permet pas en fait à ces étudiants de rentrer sur le marché du travail, tout simplement. Oui. Je crois aussi que c'est un problème de formation des concepteurs de logiciels et les éditeurs de logiciels qui ne sont pas formés à l'accessibilité numérique, qui donc ne le font pas, quoi. Voilà. Alors que c'est obligatoire. Oui, alors on va effectivement au pas à pas voir ces éditeurs, essayer de voir comment on les accompagner, mais c'est vrai que la démarche est très longue et dans la mesure où ils ne voient pas forcément les conséquences financières immédiatement, le bénéfice financier à rendre accessible leurs solutions, c'est vrai qu'ils y vont très très doucement, on va dire. Monsieur. Bonjour, donc je suis M. Roche de la préfecture de Seine-Saint-Denis, correspondant handicap. Je voudrais poser 2 questions. Première question à Madame le ministre. S'agissant du coup d'accélérateur qui a été donné avec la réunion de la CNH avec Monsieur le Président de la République, quelles sont concrètement les avancées qu'on peut attendre prochainement dans nos administrations? En effet, il est bien clair qu'on a le matériel qui nous est donné pour les voyants, enfin malvoyants et non-voyants, on a ce qu'il faut, du bon matériel, c'est financé, il n'y a pas de souci. Mais au risque de répéter ce qui a déjà été dit, mais je crois que c'est bien de le redire encore, on a un véritable obstacle quant à l'accessibilité des applications métiers, notamment les intranets. Et au ministère de l'Intérieur, on a vraiment, je le dis, la plupart des applications métiers sont inaccessibles. Ce qui fait que même des personnes qui ont voulu passer des concours en interne, ce qui est mon cas, puisque je suis arrivé à décrocher le concours l'examen professionnel pour être attaché principal d'administration de l'État, je n'ai pas pu me développer dans le nouveau grade et pas vraiment beaucoup plus dans le grade précédent. Deuxième question qui s'adresserait plutôt à la DINUM, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que la DINUM a vraiment des moyens d'encourager, de motiver les SI pour pouvoir monter en compétence pour la mise en accessibilité des sites?
Parce que je fais partie de ces gens qui ont participé à des groupes de travail pendant des années, qui ont participé à des tests à l'occasion, quand on nous demandait des testeurs de sites internet ou de sites plutôt internet, ou effectivement, pas intranet, puisque là c'était des sites qui sont plus externes. On ne voit pas vraiment le résultat de nos tests. Enfin, moi, je ne les ai pas vus. Peut-être que je n'ai pas su me mettre sur le bon filon, la bonne connexion, dirons-nous. Donc, je voudrais savoir, est-ce que la DINUM a vraiment un pouvoir de faire monter en compétence les différents SI dans les différentes administrations de l'État, et particulièrement, notamment au ministère de l'Intérieur. Voilà. Je vous remercie pour vos réponses. Je vais juste peut-être donner une toute petite, une petite réponse qui n'est pas satisfaisante. Je vais plutôt faire remonter votre remarque, monsieur, au ministère de l'Intérieur. Mais je pense aussi que c'est une question aussi de sécurité, et certains sites doivent être cryptés, sans doute. Donc, ça ne facilite pas effectivement l'accessibilité. Donc, je vais faire remonter en tous les cas au ministère de l'Intérieur. Ah, je vous fais réagir du coup. Oui, je poserai la question. Et je laisserai les spécialistes modestement, et très modestement, en faux contre cette objection, en effet, parce que je me suis battu en tant que correspondant handicap avec une autre personne dans une autre préfecture pour faire obtenir l'accès à Tadeo, qui permet à une personne sourde, complètement muette, de pouvoir dialoguer enfin avec ses collègues via une solution d'audiovision. Audiovision, donc je ne veux pas détailler. Et donc, pendant 2 ans, et moi, pendant plus de 2 ans, j'ai dû aller jusqu'à faire un courrier auprès du haut fonctionnaire de défense. On nous a allégué des problèmes de sécurité propres au ministère de l'Intérieur, alors qu'à la Défense, au ministère des Armées, à ce que je sache, ils ont aussi des problématiques de sécurité, et ils ont résolu le problème. Chez Thales, puisque Tadeo nous a indiqué que chez Thales, ils avaient équipé des personnes qui utilisent cette solution-là, et il y a encore d'autres sociétés. Donc, je pense que l'argument, et d'ailleurs qui a été soulevé dans les échanges précédents, on sait bien que la sécurité informatique, si c'est pris en amont suffisamment, n'est pas un obstacle à l'accessibilité, surtout dans une vision de mise en place de solutions universelles. Très bien. Bon, en tout cas, vous vous inscrivez en faux. Je vais faire remonter l'information. Je note que... On y est arrivé. Voilà, au niveau de la défense, il y a eu une solution de trouver. En tout cas, la problématique a été réglée. Donc, je vais voir. Voilà. Donc, parce que vous sous-entendez que c'est peut-être aussi de la mauvaise volonté de la part du ministère de l'Intérieur. Je sous-entends rien. Je constate simplement. Depuis 20 ans, 23 ans et quelques, je suis dans cette administration. Et je ne dis pas que rien n'a été fait, parce que ça serait difficile à soutenir, et puis ça serait être de mauvaise foi, même si aujourd'hui il paraît que la mauvaise foi est un bon moyen de faire prospérer, notamment messieurs les avocats. Alors, on va laisser monsieur. Mais je crois que quand Madame même, Boudot intervenir. Franchement, sur la il faut avancer. Non, justement, je tiens à redire, je ne suis pas de la DINUM, donc j'étais à la DINUM jusqu'au 31 août, c'est pas grave, mais justement, et donc maintenant je suis directrice sous-directrice, voilà, à la direction du numérique des ministères sociaux. Et donc Jérémy Vallet, qui est ici de la DINUM, souhaite répondre à la question. Oui, donc bonjour, Jérémy Vallet, je suis adjoint à la directrice interministérielle du numérique, que je vous prie d'excuser. Oui, pour répondre à votre question, bien sûr, la DINUM a les moyens. D'abord, ils nous ont été donnés, ça a été dit, il y a 60 millions d'euros qui vont être investis. Et c'est effectivement quelque chose de, pas d'exceptionnel, parce que c'est très bien. Et ça va nous permettre d'avancer. Et on a les moyens, parce qu'on va accompagner aussi les ministères dans leur mise en conformité. Et dans cette accessibilité, on va l'accompagner, on va la mesurer. Et ça, je pense que c'est important. Et notamment pour les démarches en ligne, pour les usagers, on va la mesurer. Et ça va être transparent, public. Donc on va tous pouvoir constater les progrès qui sont réalisés. On va également, et Marine l'a souligné, on va aussi mettre en conformité les 5 outils les plus utilisés par les agents, et grâce aussi au partenariat avec le FIPHFP. Et on va aussi former. On va former notamment les développeurs, mais pas que, tous les agents qui vont pouvoir participer à finalement ces progrès qu'on doit faire. Et les montants qui nous ont été attribués nous obligent à avoir des résultats. Et donc moi, je suis confiant.
On va y arriver, ça va prendre encore du temps, mais on est dans la bonne dynamique. Et en tout cas, je pense que la dynamique, on l'a et on va la dérouler. Et peut-être pour ajouter, c'est que ça peut toujours être un peu déceptif quand on dit on va le faire. Mais en fait, ces 4 dernières années, la DINUM a déjà beaucoup œuvré. En 2019, quand on a démarré ce regard, ce focus bien plus grand sur l'accessibilité numérique, c'était 12% des démarches essentielles des citoyens qui étaient conformes à hauteur de 75% de conformité. Aujourd'hui, on est à 45%. Donc, on a déjà vu qu'en fait, la DINUM a réussi à accompagner les ministères dans cette accélération de la mise en accessibilité. Cette année, par exemple, je peux vous citer certains services utilisés par les Françaises et les Français qui sont devenus 100% conformes. Je peux vous citer par exemple l'aide juridictionnelle. Voilà, donc en fait, c'est possible et la DINUM l'a déjà fait. Et donc là, ces financements ne vont permettre qu'accélérer encore plus ces travaux et lui donner encore plus les moyens de bien faire. Merci à tous. On va prendre une question, peut-être par là, plus sur la droite. S'il y a des questions. Et puis je peux vous dire, non mais je rajoute parce que du coup moi je suis ici pour représenter les ministères sociaux, donc la direction du numérique des ministères sociaux. Et donc on est un de ces ministères qui aussi a ses objectifs à atteindre, à la fois rendre nos outils internes accessibles et puis rendre nos sites et services accessibles d'ici 2025. Et donc évidemment on prend le point. Et évidemment, par exemple là en ce moment, mes équipes recrutent un développeur accessibilité parce qu'on doit mettre les moyens et les bonnes ressources pour accélérer tout ça. Et si je peux me permettre, dans les conventions qu'on passe avec les employeurs publics et donc avec les ministères, il y a maintenant dans les conventions un volet numérique, justement pour accélérer ce processus d'accessibilité numérique. Et donc c'est important aussi à souligner. Voilà, il nous reste 5 minutes. Ah, voilà, madame. 5 minutes encore d'échange. Elsa Frangi, moi je suis responsable de la mission santé sécurité au travail au niveau de la PHP. Pardon. Au niveau de la PHP. Et comme vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup parlé des fonctions publiques territoriales et de l'État, mais j'entends pas parler de la fonction publique hospitalière, donc je voulais savoir s'il y avait des choses prévues, parce que dans notre mission, on doit dire qu'on a l'impression d'être très très en retard là quand on vous entend. Et voilà. Je peux effectivement répondre un petit peu parce que le FIPHFP, c'est sur les 3 versants, hein, c'est y compris l'hospitalière. Et donc, dans les mesures qui sont dans notre catalogue d'intervention, il y a un accompagnement diagnostic, faire l'évolution effectivement des logiciels. Et ça s'adresse aussi aux employeurs hospitaliers. Donc, c'est des mesures que nous avons prises déjà depuis 2016. Et par ailleurs, dans le cadre de la convention avec la DINUM, il y a un volet pour la territoriale, mais pas pour l'hospitalière. Par contre, nous avons pris contact avec, je crois, c'est la direction de la santé en numérique, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, pour justement aussi conventionner pour le milieu de la fonction publique hospitalière. Donc, elle n'est pas oubliée et on s'occupe vraiment des 3 versants. Voilà. Bruno. Oui, je voulais intervenir au titre de la CFPSA en disant, parce qu'on est sur le domaine de la santé, on a quand même un métier qui a été, mais qui l'est toujours d'ailleurs, hein, emblématique, en tout cas pratiqué par des personnes aveugles ou malvoyantes, le métier de masseur-kinésithérapeute. Et aujourd'hui, la plupart des outils utilisés par cette profession sont des outils numériques. On ne s'en étonnera pas, c'est le sens de l'histoire et c'est très bien comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart de ces outils ne sont pas accessibles à une personne aveugle ou malvoyante, ce qui est, de mon point de vue, un comble. Hein. On est dans le tissu associatif, donc il faut quand même qu'on fasse avancer aussi les sujets. Et c'est un comble à plusieurs titres. D'abord parce que ça veut dire que le praticien n'accède pas, ou pas facilement, ou très peu, ou très mal au dossier patient. Il n'accède pas forcément très bien aux outils développés par l'assurance maladie, quand c'est un kiné libéral, pour pouvoir transmettre les informations aux payeurs. Et puis, il y a aussi toute une problématique aujourd'hui autour de la formation continue de ces professionnels. Donc,
on est vraiment... C'est pour ça que je disais en début d'intervention tout à l'heure, effectivement, le numérique, c'est en théorie, et on espère en pratique, on l'a vu ce soir, mais en théorie, un levier pour l'emploi. Mais il y a des situations qui restent encore des zones d'ombre. Ça veut juste dire qu'on n'a pas réfléchi en amont en termes vraiment de nativement accessible, comme on dit chez nous, et je trouve que le terme est bien porté, c'est-à-dire de penser en amont une accessibilité pour tous, ce qui éviterait, j'allais dire, de courir après le train. Pas très facile des fois. Parce que voilà, il y a un moment donné, si on veut vraiment... L'objectif, et je reprends, tu m'excuseras Christophe, je reprends un peu un des éléments du plan stratégique de la GFIP. L'objectif, c'est quand même du 100% d'emploi. Mais le 100% d'emploi suppose que les gens puissent avoir les bons outils pour pouvoir travailler. Voilà. Je crois que c'est un excellent mot de conclusion. Bruno, vous avez travaillé pour moi, donc je vous remercie. Je pense qu'on peut effectivement vous applaudir très fort. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre tout de suite avec justement la signature de la convention. Donc on va garder sur scène Madame la Ministre et puis Françoise Descamps-Cronier. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Bruno, on va vous... Voilà, très bien. Et donc, nous allons procéder dans un instant à la signature de la Convention sur l'accessibilité numérique dans la fonction publique, convention qui est signée entre la DINUM et le FIPHFP. Donc, j'invite... voilà, vous êtes déjà là, donc c'est formidable. Vous êtes les bienvenus. Donc, Marie Neuville, directrice du FIPHFP. Bonjour, Marine. Et bonjour puis, à tous. Jérémy Vallée, du coup, on vous a déjà entendu. Merci de vous être présenté. Donc, vous êtes adjoint à la directrice interministérielle du numérique et chef du département appui, conseil et expertise de la DINUM. Donc, la DINUM, je le rappelle, c'est une direction qui intervient sous l'égide du ministère de la Transformation et de la fonction publique. Alors, Marine, avant de passer directement à la signature, vous allez nous partager dans quel contexte, finalement, s'inscrit cette convention et les actions du FIPHFP pour l'accessibilité numérique. Et ensuite, Jérémy prendra la parole. Alors, l'avantage ou l'inconvénient de passer à la fin, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je vais être très rapide. Je voudrais dire simplement que ça s'inscrit tout à fait, cette convention, dans la prolongation de la conférence nationale du handicap d'avril dernier qui a déjà été citée. Et au cours de cette conférence, a notamment été présenté un manifeste pour une fonction publique inclusive avec un enjeu fort et plusieurs actions portées dans le champ de l'accessibilité numérique. Puisque, comme ça a été dit, aujourd'hui, le numérique, il est partout. Rares sont les métiers, je pense qu'il n'en existe même pas, au sein de la fonction publique où il n'y a pas à un moment ou à un autre un outil numérique que doit utiliser l'agent public. Et donc, si cet outil n'est pas 100% accessible, c'est un vrai frein à l'accès au maintien en emploi pour un agent public en situation de handicap. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous avons souhaité conclure ce partenariat très ambitieux avec la direction interministérielle du numérique de l'État. Alors, nous avions déjà un partenariat depuis plusieurs années avec la DINUM, mais là, on a multiplié par 10 les montants qu'on y consacre, puisque, comme l'a dit notre présidente, c'est 20 millions d'euros que le FIPHFP va apporter à la DINUM pour pouvoir développer l'accessibilité numérique des sites Internet, intranet et des applicatifs métiers pour les agents publics. Voilà. Et je voudrais peut-être à ce sujet faire passer deux messages. Déjà rappeler que l'accessibilité numérique ne concerne pas que les personnes déficientes visuelles. On en a beaucoup parlé et c'est normal parce que ce sont principalement elles qui sont concernées. Mais l'accessibilité numérique, c'est aussi jouer sur les contrastes, la taille des caractères pour des personnes souffrant de troubles de neurodéveloppement par exemple. C'est aussi développer des messages en facile à lire et facile à comprendre. Et donc finalement, quand on travaille sur l'accessibilité numérique des outils métiers, ça concerne potentiellement toutes les personnes ayant un handicap, mais également tous les agents publics qui peuvent ainsi plus facilement ou dans des conditions plus agréables travailler au quotidien et accéder à l'information.
Et puis le deuxième enjeu, il me semble important, c'est qu'à travers l'accessibilité numérique, on peut toucher sur la question du handicap un public, des personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Souvent dans les administrations, ce sont les référents handicap de proximité au sein des services de ressources humaines qui sont en première ligne pour accompagner les agents publics en situation de handicap. Mais le référent handicap, il ne peut pas tout faire. La question du handicap et l'emploi des agents publics en situation de handicap, ça doit vraiment être l'affaire de toute l'administration, des élus, comme des dirigeants, des secrétaires généraux et de tous les managers des administrations. Et lorsqu'on parle accessibilité numérique, il faut s'adresser également aux directions des systèmes d'information, aux acheteurs qui sont en charge de préparer les marchés pour acquérir des logiciels afin qu'ils soient 100% accessibles. Donc ça permet vraiment de mobiliser tous les acteurs au sein de l'administration autour du handicap. Ça valorise cette question et je pense que ça fera vraiment progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans les administrations. Et pour en revenir effectivement à notre partenariat, juste rappeler, comme ça a pu être dit, que l'objectif c'est donc d'améliorer l'accessibilité des applications les plus utilisées par les agents, mais aussi de promouvoir et d'actualiser notre référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, et puis de sensibiliser et former tous les acteurs concernés dont nous avons pu parler, et enfin bien sûr de mettre à disposition des administrations. On a ciblé principalement les collectivités locales qui sont parfois démunies en expertise, mais bien entendu ça concernera les trois versants de la fonction publique, mettre à leur disposition un commun numérique 100% accessible en mobilisant effectivement tous les acteurs. Donc on se réjouit au FIPHFP de la signature de ce partenariat ambitieux et qu'on va accompagner avec la DUNUM et avec l'ensemble des administrations. Merci beaucoup. Moi, je suis également ravi d'être ici pour signer ce partenariat ambitieux qui s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans la continuité du précédent qui a déjà permis de faire beaucoup. Et puis j'en profite d'être ici pour remercier les équipes qui ont œuvré, Marine, Antoine aussi, qui a œuvré dans le cadre de l'ancien partenariat et qui œuvrera dans le cadre du nouveau. Ça va nous permettre finalement d'accélérer et de continuer dans la dynamique qui est la nôtre. On va pouvoir, vous l'avez cité quelques exemples et peut-être en reprendre, aussi mettre en conformité les outils interministériels numériques, et ce qui va permettre de finalement les déployer presque instantanément à tous les utilisateurs. Et ça va être aussi, je pense, très important de pouvoir avoir ce levier. On va aussi, on l'a déjà dit, probablement mettre en place un lab de recherche utilisateur qui va nous permettre d'aller très concrètement travailler avec les personnes en situation de handicap pour finalement mieux comprendre leurs besoins et être beaucoup plus efficace dans la réponse qu'on peut apporter. La formation qui est essentielle et également la poursuite des outils interministériels comme les ARA, un outil d'autodiagnostic, ou le site design.numérique.gouv.fr qui permet finalement de faire connaître le travail et de propager la culture du design et de l'accessibilité. Et tout ça, ça va nous permettre, je pense, d'avancer vite, plus vite, et donc d'avoir des résultats très concrets rapidement. Merci. Merci, merci à tous. Je pense que maintenant on peut procéder à la signature de la convention.
Voilà, eh bien, félicitations. Eh ben, c'est un travail collectif et vraiment merci à tous, merci à vous pour vos questions, merci à vous pour vos interventions passionnantes. Et puis maintenant, pour bien clôturer cet échange, nous vous invitons à un cocktail qui est situé juste au premier niveau. Il y a des ascenseurs pour ceux qui le souhaitent. Bienvenue et non pas bienvenue, bonsoir à tous. Pour toutes les personnes à mobilité réduite, il y a un ascenseur qui monte du rez-de-chaussée au premier. On vous attend à la sortie de l'auditorium.